On va peut-être passer tout de suite aux questions de la salle. Ça va nous laisser un petit peu de temps avec la traditionnelle première question de nos amis partenaires de Bain. Oui, Gilles, bonjour. Je voulais revenir sur la question de l'éducation, mais de la vitesse d'adaptation du système d'éducation. Les révolutions industrielles sont en train de réduire. Je pense que la première a duré 100 ans, la troisième s'est déployée en 30 ans, l'actuelle, elle s'est déployée en 10 ans. Il y a un sondage qui a été fait pour le WEF à Davos qui suggérait que 65% des classes d'âge entrant à l'école aujourd'hui travaillaient ou allaient apprendre pour des métiers qui n'existaient pas encore. Donc concrètement, quand j'entends réforme de l'université, je vois tout de suite, on est parti pour 15 ans et des virages à gauche à droite. Concrètement, que faut-il pour que la synchronisation de l'adaptation, de l'agilité de l'éducation, qui permettent d'avoir les équipes qui vont bien pour les startups, mais pour les entreprises, concrètement, qu'est-ce qui doit se passer pour que réellement cette synchronisation se passe dans un environnement très, très lourd ? Oui. Alors, l'éducation, il y a deux volets. Il y a le volet du supérieur. On pourrait même parler de celui de la formation continue, ce qui en ferait un troisième. Et puis, il y a le volet de l'éducation nationale, donc le primaire, le secondaire. J'en parle énormément, c'est un sujet qui me passionne. Et je crois qu'effectivement, les sociétés qui émergeront demain, les États qui émergeront demain, seront ceux qui auront su créer des systèmes éducatifs qui sont en phase avec le monde qui vient. Je rappelle que le système éducatif, c'est un proxy de l'industrie aujourd'hui. Vous avez un système qui est très taylorisé, avec des gradients qui vous sont donnés pour pouvoir vous insérer dans le système productif. C'est comme ça que ça a été organisé au début du 19e siècle, et ça a été organisé en fonction de la première révolution industrielle, et c'est resté comme tel depuis. C'est un système dans lequel l'objectif, c'est d'entasser des savoirs dans les élèves, et ce qu'il faut, évidemment, c'est d'apprendre à apprendre, avant toute chose. Les cycles d'innovation se resserrent, donc effectivement, les métiers que vous apprenez aujourd'hui ne sont pas ceux que vous ferez demain. Et ceux qui réussiront finalement dans cette société seront ceux qui auront une pensée rupturiste et une capacité finalement à aller là où se trouvent les potentiels d'innovation. Donc ça nous ramène à PISA, PISA, le baromètre de l'OCDE en matière d'éducation, et ils ont fait évoluer leur méthodologie pour prendre en compte notamment les modèles d'éducation inversée, les modèles scandinaves, entre autres choses, et on a une très grande difficulté en France à envisager ces modèles. Et là, je vais dire du bien de ce qui a été fait, mais lorsque vous avez une ministre qui évoque la disparition des notes, ce qui est une nécessité impérative recommandée par PISA, eh bien, vous avez tous les archéos, dont un grand nombre d'entre nous, qui disent « oui, mais les notes, c'est quand même nécessaire. Moi, j'ai vécu avec les notes. Or, les notes, c'est inefficace. C'est démontré. Il y a tout un tas d'études qui sont faites par les plus grands centres de recherche sur les protocoles pédagogiques qui démontrent l'inefficacité des notes. Il faut faire disparaître les notes si on veut rentrer dans un système de demain. Et il faut accepter de faire muter nos systèmes dans des systèmes où c'est les devoirs en classe, le cours à la maison, donc ces modèles d'éducation inversée. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on en débatte, il faut que ce soit finalement, notamment dans le cadre des présidentielles qui viennent, l'opportunité de débat entre les citoyens et les acteurs qui se présentent, parce que, comme le dit très bien Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et je crois que cette idée, son heure n'est clairement pas venue, parce que lorsque vous proposez de faire ne serait-ce que une fraction de la réforme nécessaire qui nous permettrait de passer de la 26e place dans PISA à rentrer dans les 10 premiers, eh bien, tout le monde... c'est sûr. Et puisqu'il y avait une question là-dessus de la salle, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? Tu parlais tout à l'heure d'un autre classement international sur l'enseignement supérieur, qui est le classement de Shanghai. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces classements PISA pour primaire secondaire et Shanghai pour le supérieur? Alors Shanghai, parce que c'est vraiment devenu l'alpha et l'oméga. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'était Vincent Payon qui était ministre de l'Éducation nationale. Il disait, mais moi, je n'ai pas à me conformer à ce que me dit l'OCDE, quoi. Hein. Donc, c'est en train de changer, sûr mais est-ce que que c'est une bonne chose, la DGESCO, enfin bon, d'une façon générale, la rue de Grenelle est très opposée à un classement qui les place mal. Alors, moi, je n'ai pas la même perception de PISA et de Shanghai. Je pense que PISA est un excellent classement, difficile à contester. On disait que c'était un classement qui mettait les pays comme la Corée et le Japon à l'honneur, et là-bas, clairement, l'éducation, elle est totalitaire. Hein. Le modèle a évolué,
et devrait d'ailleurs faire baisser la position de ces acteurs-là de façon extrêmement forte, je pense, dans les années qui viennent. Shanghai, c'est plus problématique parce que, notamment dans Shanghai, il y a les salaires au bout de 2 années. Et donc, évidemment, quand vous sortez pour aller travailler dans la finance, notamment vous qui venez d'HEC, eh bien, ça fait monter HEC dans Shanghai. Donc, ce n'est pas forcément ça qui va faire des entreprises qui seront les startups de demain. Donc, effectivement, il y a d'autres classements qui reflètent peut-être un peu mieux ce que devrait être l'économie de demain et ce que devraient faire les écoles de demain. J'ai vu que le nouveau président de HEC, que j'ai rencontré il y a d'ailleurs 2 semaines, veut vraiment pousser HEC dans le monde du digital. Et c'est une bonne chose. Mais il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que si le choix, c'est de rester tout en haut de Shanghai, ça ne marchera pas.